Bonjour tout le monde, je ne sais pas à quoi je ressemble, mais j'espère que ça va là. Je m'appelle Rama Sagna, je suis sénégalaise et je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je vais aller direct au but. Je ne sais pas pour vous, mais moi depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu comprendre le monde autour de moi. Et donc j'étais ce genre de petite que vous avez dû voir. On disait mais elle pose trop de questions. Tu poses trop de questions, fais juste. Tout ce qu'on m'expliquait c'était pourquoi. Mais pourquoi? Et pourquoi? À tel point que le système m'a rappelé à un certain moment de façon ferme, tu te tais, tu es une femme, tu es une fille en ce temps-là, et il faut savoir être invisible et faire ce qui va plaire à la société. Au début, j'ai résisté. Et la société vous rappelle très vite votre place, parce qu'elle est quand même assez bien structurée, organisée. Et donc, à un certain moment, j'ai accepté ce que cette société me disait. Et je me suis renfermée sur moi-même. Et d'une certaine manière, je dirais même que j'ai disparu. J'ai complètement disparu. Parce que je n'arrivais pas à trouver mon chemin. Et vu que j'avais toujours ce besoin de connecter avec les autres, de connecter avec quelque chose autour de moi, de sentir les choses, je me suis réfugiée dans la nature, dans les éléments, les animaux, les plantes. Parce qu'au moins, eux, ils ne me disaient pas de me taire. Au moins, avec eux, je pouvais échanger, j'avais le sentiment de sentir des choses, des vibrations, des énergies, d'être acceptée. Et dans cette expérience de la nature, j'ai eu à apprendre beaucoup de leçons. Et je me suis rendu compte que la nature est un grand maître. Oui, on peut beaucoup apprendre avec les gens, avec la société. Mais oh là là, je vous invite vraiment à passer plus de temps et de vous exposer à la nature et de voir ce qu'elle a à vous offrir. Un des éléments dont je veux parler aujourd'hui, et que je vais faire une connexion avec le leadership, vous avez trouvé très bizarre au début, c'est l'eau. Un élément, ça avance trop vite là, ou bien ça ne marche pas, l'eau. Cet élément qui nous enseigne beaucoup de leçons. D'être fluide, d'être agile, de s'adapter, de ne jamais être contenu, d'inclure, de donner, de respecter et aussi de connecter avec l'autre. Et le plus j'ai pris du temps à observer cette eau, qui est tellement essentielle à toute la création, à nous tous dont on dépend, j'ai eu à avoir des connexions incroyables pour nous en tant que leaders. Alors ça commence par une histoire d'amour. S'il n'y avait pas d'amour entre deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, s'il n'y avait pas de désir de coopération, de désir d'union entre ces atomes-là, il n'y aurait pas d'eau. Et donc, tout ce que vous regardez autour de vous, sous forme physique dans la nature, est le résultat d'atomes ou de molécules qui ont désiré, qui désirent se rassembler, coopérer, créer tout ce qui est devant nous sous forme physique et qui est beau. C'est quand même incroyable. Et en regardant du point de vue scientifique, on voit que la liaison entre des atomes d'hydrogène et la raison derrière l'union entre différentes molécules d'eau. Et l'eau, et derrière cette connexion des différentes molécules d'eau, deux propriétés essentielles de l'eau, qui est important de retenir quand on pense au leadership.
Une, la capacité de cohésion. Dans la cohésion, il s'agit de molécules d'eau qui se collent facilement l'une à l'autre et qui s'attirent naturellement. Donc, une goutte d'eau va attirer une autre goutte d'eau. Et vous pouvez voir ça quand vous observez des feuilles d'arbres et qu'il y a la pluie, des gouttes d'eau dessus, ou bien des surfaces cireuses. Et dans l'adhérence, le phénomène de l'adhérence, donc une adhésion, les molécules d'eau ont une facilité encore plus grande que dans la cohésion de se coller à des molécules d'autres natures, d'autres éléments. Et vous voyez ça lorsque vous avez de l'eau dans un verre, l'eau arrive à glisser dans le verre, à se positionner dans le verre. Nous arrivons à être humains, à fonctionner, à vivre parce que notre sang circule dans notre corps. Donc ce liquide, ce sang, à la base avec de l'eau, arrive à circuler dans notre corps. L'eau est constamment en connexion avec des molécules d'autres natures, la peau, les vaisseaux sanguins, ou même des fois la terre, où elle pénètre la terre, rentre au niveau des racines d'un arbre, le tronc d'un arbre jusqu'aux branches et les feuilles. C'est extraordinaire parce que cette eau est capable d'atteindre et de faire tellement de choses incroyables, parce qu'au départ, il y a eu une histoire d'amour entre deux éléments. Un désir de fusion, de deux vers l'un. Et ce désir de fusion ne s'est pas arrêté à ce départ-là. Il continue dans la cohésion. Là où vous avez une goutte d'eau, une autre goutte d'eau va attirer l'autre goutte d'eau. Et c'est comme ça que vous avez une masse d'eau. Et vous avez des rivières et des océans. Et la fusion ne s'arrête pas là. Quand elle rentre en contact avec d'autres éléments différents, l'eau, au lieu de préférer rester en boule avec elle-même ou entre elles, eau, elle décide de s'épandre. Pensez-y quand on parle de leadership. Pensez-y quand vous voulez avoir un impact dans la vie des gens. Pensez-y quand vous voulez transformer vos vies ou vos sociétés ou vos communautés. Comment arriver à faire cela si vous n'arrivez pas à avoir un esprit, une pratique de vie qui est dans la cohésion et l'adhésion. Et au fond de cela, l'amour. Beaucoup de gens ne savent pas ou ne réalisent pas ou ne sont pas au courant que l'eau a une mémoire, une forme de conscience. Et c'est ce que nous rappelle le travail d'un docteur japonais, Masaru Emoto, qui dans les années 90 a voulu faire une étude pour confirmer ces idées-là. Et donc, il a pris de l'eau de différents endroits, les a cristallisées. Avant de les cristalliser, il les a exposés à différentes conditions. Des fois des sons, des fois des mots, des paroles, une intention, etc. Les a cristallisés, les a congelés et après a étudié les cristaux à niveau nucléaire pour voir est-ce qu'il y avait un effet. Alors je vous laisse juger par vous-même. Voilà le cristal, un des cristaux du barrage de Fujiwara. Si vous connaissez, vous comprenez comment un barrage fonctionne, l'eau est bloquée et l'eau est stagnante. Et une eau qui ne circule pas n'a pas de vie. Et se pollue et se détériore. Donc il a commencé par cet élément pour voir comment se passait l'eau de Fujiwara. Après, il a pris la même eau, il l'a confiée à un prêtre et lui a demandé de faire une prière sur l'eau. Après la prière, voici à quoi ressemblait le cristal de l'eau. Phénoménal. Et il a continué cette expérience en exposant différents types d'eau à du son. Ici, la symphonie de Mozart, on parlait de Mozart tout à l'heure. Une chanson de John Lennon, Imagine, que beaucoup d'entre nous connaissent. Le mot tu es belle ou tu es beau. La paix. La sagesse. C'est incroyable, non? Merci. Regardez à quoi ressemble le cristal de merci. Parce que l'eau a été exposée à ce mot-là.
Et ça continue. Je vais te tuer. Regardez à quoi ressemble le cristal. Tu es stupide. Voilà à quoi ressemble le cristal. Par contre, le mot amour. On n'a même pas dit je t'aime, hein. On a juste dit amour. Cette découverte nous montre que les molécules d'eau peuvent avoir une réaction, ont une réaction à leur environnement, à ce à quoi ils sont exposés. Et ça, c'est très important, ou grave même, je devrais dire, quand on pense que plus de 70% de la planète est faite d'eau. Je ne sais pas si vous réalisez. Cette planète dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, il y a 70% que de l'eau. Mais ce qui est encore plus phénoménal, pour moi, puisque je suis humain, c'est que l'homme, le corps de l'homme, plus de 70% de l'homme est fait à base d'eau aussi. Nous sommes essentiellement de l'eau. Alors il y a matière à se poser la question de l'impact de nos pensées, de nos intentions, des environnements auxquels nous nous exposons sur notre être, sur notre devenir, sur notre capacité à exister, à avoir un impact, l'impact escompté qu'on souhaiterait avoir dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos familles, ou simplement être un leader. Le monde que nous avons hérité en ce moment, en cette ère du XXIe siècle, est chargé de challenges, énumérés dans toutes ces bulles-là, que ce soit les conflits sociaux, urbanisation, changement climatique, la santé, etc., etc. Le chantier est énorme. Il y a de quoi être découragé. Surtout qu'on a parlé de crise de l'éducation, crise existentielle, etc., etc. Mais il n'y a pas à se décourager pour moi. Et c'est ce que l'histoire de ma vie m'a rappelé. D'autres personnes que j'ai eu la bénédiction de rencontrer m'ont rappelé aussi l'importance de ce qui réside en nous, de ce que nous sommes, cette excellence, cette ingéniosité, cette puissance incroyable qui est en nous. Et un de ces reflets, un de ces miroirs en nous, c'est l'eau. L'eau qui a une puissance incroyable et qui nous rappelle notre capacité en nous de s'adapter, d'être malléable, d'être flexible, et de changer. Je me tiens devant vous parce que j'ai eu à changer et changer et changer tellement de fois. Et je n'aurais pas accompli les choses que j'ai eu à accomplir dans ma vie aujourd'hui et être là si ce n'était pas pour cette capacité à être flexible et que la nature m'a enseigné et que l'eau m'a enseigné parce que j'ai pris le temps d'observer autour de moi et de me laisser inspirer parce que je n'arrivais pas à trouver en ce temps-là les inspirations autour de moi. Je suis sénégalaise. Et donc, je vais commencer par le Sénégal. Cette carte ne rend même pas justice à toutes les autres opportunités que ce pays nous offre. Mais j'ai une vision. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon travail il y a près d'1 an, une bonne situation à l'étranger, après près de 18 ans à l'étranger, pour venir travailler pour mon continent, travailler pour mon peuple, mais surtout être moi-même. Parce que si je ne sais pas pour vous, mais moi depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé m'amuser. J'ai toujours voulu être moi-même. Et c'est quelque chose qui est tellement important pour moi qu'après plusieurs années à l'étranger, j'appellerais ça des années d'exil, il était temps pour moi de m'assumer et de rentrer et d'être moi. Et ce que j'offre aujourd'hui à beaucoup de gens que j'accompagne dans le développement personnel, dans le coaching, je ne l'ai pas étudié à l'école. Je faisais partie de celles qui détestaient l'école et qui détestent encore l'école. Et à tel point que j'ai pris le temps d'étudier le problème et d'avoir des idées, des solutions que je développe petit à petit pour changer les choses. Et si on regarde le Sénégal et qu'on voit les capacités que l'eau nous rappelle, ses propriétés,
de cohésion et d'adhésion. Imaginez un peuple sénégalais. On commence juste par le Sénégal. Si on pouvait se regarder dans la glace, s'il vous plaît, mes frères et sœurs sénégalais et sénégalaises, si on pouvait vraiment se regarder dans la glace et voir comment nous sommes vraiment, comment nous fonctionnons, comment nous avons été conditionnés, socialisés à être. Est-ce que c'est un fonctionnement qui permet une émergence? Est-ce que c'est un fonctionnement qui permet l'épanouissement de ces gens? De la libéralisation de leur créativité, de leur génie? Ou est-ce que c'est un fonctionnement qui est plutôt basé sur la division et la peur? La méfiance, comme l'un de nos speakers le disait tout à l'heure. Où on a du mal à travailler les uns et les autres. Et on vit dans le secret. Et on pense que l'autre veut nous nuire, l'autre est jaloux. Et l'autre va même aller voir des forces occultes pour nous barrer le chemin. Je ne sais pas pour vous, mais on a beau investir dans des écoles classiques, on a beau investir dans la santé, on a beau investir et recevoir des aides de multinationales, d'ONG, de grandes organisations internationales. Tant que l'Africain et l'Afrique, chacun de nous, n'aura pas pris sa part de responsabilité et développer une prise de conscience, de réaliser sa contribution à la situation actuelle, les choses ne vont pas changer. Parce que l'investissement majeur qui doit avoir lieu, c'est une révolution au niveau individuel pour après être collective. C'est un réveil des consciences, un réveil des esprits. Vous savez, on a une humanité. On dit humanité, on pense à un groupe. Ce symbole est tellement fort que chacun de nous est un humain. Et dans cette humanité, en chacun de nous, vous avez une dualité extraordinaire. Est-ce que vous prenez le temps d'observer? Regardez vos corps. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 lèvres, 2 bras, 2. Tout est en dualité. Les textes sacrés nous rappellent que seul Dieu, pour ceux qui croient en Dieu bien sûr, seul Dieu est unique. Et que tout est créé en dualité. Minimum. Alors, si vous essayez de courir, si vous essayez d'arriver à une destination le plus rapidement possible, si vous essayez d'avancer, dites-moi comment vous allez y arriver si vous êtes amputé d'un pied ou bien un de vos pieds fait mal et ne fonctionne pas. Allez-vous être aussi rapide que la personne qui a 2 pieds qui fonctionnent de la même manière? L'humanité est faite d'un homme et d'une femme. Sans la femme, il n'y a pas d'humanité. Sans l'homme, il n'y a pas d'humanité. Alors, à quel jeu jouons-nous en essayant de contrôler, d'amputer, de bloquer une partie de cette humanité en pensant que l'autre jambe va pouvoir avancer et que cette humanité va être en bonne santé? Quand je pense à l'Afrique du XXIe siècle, quand je pense au Sénégal du XXIe siècle et les différents pays africains du XXIe siècle, je vois des gens qui réalisent l'importance de la cohésion et de l'adhésion, de savoir travailler ensemble, de savoir resserrer et créer des liens, de savoir être en accord, synchroniser. On parle de leadership, il n'y a pas de leadership si vous ne savez pas fusionner. Parce que rien n'est de votre contrôle, rien n'est de votre ressort. Le plus vous avancez, le plus vous réalisez que vous ne contrôlez rien. Les expériences de la vie nous le rappellent tous les jours. Et à une plus grande échelle, l'Afrique. Ouh là là. Une des raisons aussi pour laquelle j'ai quitté tout et je suis rentrée, c'est que j'ai toujours été amoureuse de l'Afrique. Ce continent noir, cette belle peau noire, ces beaux cheveux crépus,
J'ai toujours été une fan de cette Afrique, jusqu'aux dreadlocks. Et vous vous rendez compte qu'on a plus de 50 pays dans ce continent. Et on ne réalise pas comment ce continent regorge. Oui, on nous dit que ce continent est pauvre, on nous dit. On nous dit tellement de choses. Mais nous, qui sommes africains, qu'est-ce qu'on sait? Que savons-nous de notre Afrique? Que savons-nous de notre héritage ancestral? Que savons-nous de notre terre? Connaissons-nous même les différentes terres de l'Afrique, de nos propres pays? Est-ce qu'on connaît les différentes rivières? Les différents arbres de nos pays? Est-ce qu'on connaît les animaux de nos pays? Comment voulez-vous développer vos pays? Comment voulons-nous développer nos nations si nous n'avons pas d'amour pour notre terre? Oui, au nom de la globalisation, on sait beaucoup de choses sur l'étranger, mais savons-nous qui est l'Afrique? Savons-nous ce que l'Afrique a contribué à la civilisation du monde entier? Je vous défie, pour ceux qui n'ont pas encore commencé ce cheminement, de lire des illustres personnes comme Cheikh Anta Diop et d'autres, non pas seulement africains, mais de la diaspora africaine, parce qu'il y en a à l'étranger, de vous ressourcer. Parce que si nos ancêtres étaient aujourd'hui ici parmi nous, ils seraient dépassés. Quand on sait la contribution de l'Africain dans ce monde. L'Afrique a toujours été l'enjeu, dans tous les sens. À tel point, je ne sais pas si certains d'entre vous ont dû voir cette carte géographique de ce cartographe allemand, Kai Kraus, qui a voulu vraiment choquer les mentalités et permettre aux gens de réaliser certaines réalités. On parle de l'école, les cartes géographiques qu'on utilise dans les écoles ne sont pas correctes. Et beaucoup n'ont jamais vraiment réalisé la vraie taille de l'Afrique. Alors cet Allemand a pris, à échelle réelle, les tailles des plus grandes puissances économiques du monde. On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de toute l'Europe de l'Ouest, du Portugal à la France, à l'Angleterre, à la Belgique, à l'Espagne, etc. Des pays de l'Europe de l'Est, l'Australie, le Japon, l'Inde. Il les a superposés sur la carte réelle de l'Afrique en taille réelle et il y a encore de l'espace. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du continent qui nous nourrit, qui nous a couvés et continue de nous rendre honneur comme il le fait. Et ça m'a interpellée parce que quand vous comprenez comment les économies, les différentes politiques internationales fonctionnent, et de toute façon l'histoire, vous savez que ces forces économiques, ces puissances économiques dépendent de l'Afrique pour être et continuer d'exister. Au moment où je vous parle, des études montrent que rien que Londres, des entreprises cotées de la bourse de Londres possèdent, ça leur appartient, plus de 100 trillions de dollars de ressources africaines. Je vous parle de 1000 billions. Et on parle de pauvreté? Où sont les Africains? Est-ce que vous savez que 67% des terres arables de la planète se trouvent en Afrique? Ce n'est pas par hasard que toutes les multinationales en ce moment se font la course en ce moment dans les pays africains, achètent des terres, cultivent et exportent. Des rapports comme le Mackenzie Report de Les Lions en mouvement numéro 2, qui est sorti en 2016, nous rappellent que d'ici 2040, les terres africaines vont être les seules terres qui vont nourrir toute la planète. Et on parle de faim, on parle de famine, on parle de sous-développement, on parle d'émergence. On est sérieux là? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe avec nous? On est hypnotisé? On somnole? On est drogué? C'est quoi le problème, d'après vous? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi passif comme peuple?
Est-ce que vous avez idée des ressources que ce continent a? Près de 70% des ressources minérales de la planète se trouvent en Afrique. Vous le saviez? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je me pose la question. Le paradoxe de l'abondance. Alors, voilà une autre raison pour laquelle je suis rentrée, parce que je ne pouvais plus continuer de rester et regarder que nos gens ne font rien. Oui, le système éducatif est en crise, il a échoué. Mais le plus gros échec, c'est lorsque l'humain lui-même a oublié qui il est. Et je suis de tout cœur avec tous ces esprits, toutes ces intelligences qui nous ont précédés, qui sont là et qui viennent dans le futur, pour aider à reconstruire notre psychisme qui a été violé il y a bien longtemps. Où aujourd'hui, notre génération n'a aucune conscience de qui elle est, ce qu'elle a et ce qu'elle peut faire. Alors je vous dis, et je vous rappelle, vous êtes haut. Tout autour de vous est haut, essentiellement. Vous êtes malléable, vous êtes adaptable, vous pouvez vous changer, vous pouvez vous transformer. Il n'y a rien qui puisse vous bloquer. Et l'eau est un élément tellement extraordinaire. Il fait son chemin. Et il continue à faire son chemin, qu'il fasse face à quelque obstacle, un rocher, un mur, il va contourner. L'eau, avec beaucoup de douceur des fois, ou avec force. Mais il ferait son chemin. L'eau peut éteindre un feu. L'eau peut éroder une pierre. L'eau peut briser un rocher. Et l'eau nourrit la vie, donne la vie, rassemble. Et une source de joie. Soyez ça. Réveillons-nous. Voilà mon regard sur une nouvelle Afrique. Merci.